Certaines personnes ne pourront jamais s'exprimer pleinement par la parole. La communication alternative et améliorée devra alors accompagner toutes les étapes de vie, tous les âges et toutes les situations. Les voies de la CAA. La communication alternative et améliorée pour les personnes avec des troubles complexes de la communication. Un podcast du GNCHR en collaboration avec Andéo, l'AFSA et 2 chercheuses de Grenoble INP et du CNRS au Gypsalab. Conception et réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige. La mise en place de la CAA va parfois de pair avec l'annonce d'un diagnostic. Un diagnostic de troubles du neurodéveloppement, par exemple. Épisode 5. Une vie de CAA. Avant d'avoir un diagnostic précis, certains parents ou professionnels ont encore tendance à attendre d'avoir des certitudes pour proposer de la CAA. C'est peut-être là une des premières erreurs à éviter, car il n'est nul besoin d'attendre pour se lancer, ni un diagnostic, ni de tout savoir sur la CAA. C'est toujours le bon moment pour démarrer, n'est-ce pas, Lindu ? Oui, et c'est ça. Hein. Le meilleur moment pour commencer la CAA, c'est maintenant. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, ce n'est jamais trop tôt ni trop tard pour mettre en place des moyens de communication alternatives. Et puis, comme on disait, pour certains, ça sera juste un temps en attendant que leur capacité de langage oral s'affine. Ils vont faire des progrès, ils vont se mettre à parler, ils n'auront plus besoin. Donc, ça leur a servi un certain temps. Ils n'auront plus besoin, tant mieux. Pour d'autres, peut-être que cette utilisation de la CAA, ça va les accompagner beaucoup plus longtemps, peut-être toute leur vie, en fonction de leurs besoins. Mais au moins, on ne va pas perdre du temps à dire peut-être que le langage oral, il va arriver, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Ça, il n'y a pas de raison d'attendre, quoi. On met en place des choses aujourd'hui parce que ce qu'on veut éviter, c'est de créer un surhandicap lié au manque de moyens et manque d'opportunités. Lindu, aujourd'hui formatrice de CAA, est la maman d'Eva, avec qui elle pratique la CAA. Pour Eva, ça a été une chance de démarrer la CAA très tôt. Lynn ne savait pas jusqu'où Eva pourrait développer sa communication. Elle ne le sait toujours pas d'ailleurs. J'écoutais une auteure et penseur la semaine dernière, Rebecca Solnit, et elle disait que pour elle, l'espoir, c'est juste le sentiment que l'avenir est incertain. Et une autre facette de l'incertitude, c'est la possibilité. Et donc pour moi, c'est vraiment très, très important, cette notion qu'on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. Et c'est pas grave, on peut faire la paix, si on veut, avec cette notion d'incertitude. Et c'est pas confortable. On aime bien avoir des réponses, notamment quand on est maman d'un jeune enfant. On veut savoir à quoi va ressembler notre avenir. C'est difficile de se dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où on peut aller, mais aussi on a certaines certitudes. On a la certitude qu'on va pouvoir soutenir la compréhension de notre enfant. On a la certitude qu'on va pouvoir prendre plaisir à interagir avec lui. On a la certitude qu'on va pouvoir l'observer et aller vers ce qui l'intéresse. On va pouvoir tisser ensemble des opportunités qui seront motivantes. Donc, je pense qu'il y a des choses auxquelles on peut s'accrocher et peut-être que ça ne va pas ressembler à ce que l'on imaginait avec notre enfant. Hein, quand on a un enfant en situation de handicap, et puis notamment quand c'est un enfant qui a un handicap intellectuel, nos conversations ne vont pas ressembler à ce qu'on aurait pu imaginer quand on était enceinte. Mais c'est pas grave, hein, la vie est faite ainsi et puis il y a plein d'autres ouvertures, il y a plein d'autres possibilités et on peut prendre plaisir à apprendre à mieux connaître notre enfant. Et pour moi, la CAA, ça permet vraiment cela. Ça lui permet de nous faire des surprises, de montrer des choses peut-être qu'il a compris qu'on ne se rendait pas compte. C'est vraiment cette notion, je connais mieux mon enfant grâce à la CAA. Tout comme Lindu, une autre mère, Aline Ledoux, a fait la paix avec l'incertitude. Sa fille Charlotte a une maladie génétique très rare, 4 cas en France. Pendant des années, les professionnels qu'elle a rencontrés lui disaient « Votre fille, elle ne peut pas penser. Ça ne sert à rien de mettre en place quoi que ce soit. » Mais Aline, elle n'est pas du genre à se laisser abattre.
Je pense que ce qui peut aider, c'est juste d'être une maman. Le truc, c'est de croire en soi et de prendre plaisir à être avec ses enfants. Alors oui, pendant 6 ans, je n'avais aucun retour quand je lui chantais une chanson, aucun retour quand je faisais un livre. Mais juste, moi, j'avais envie de prendre plaisir avec ma fille, quoi. Et donc, c'est tout. Je pense qu'il y a que, c'est ça la seule clé. Parce que faut être honnête, c'est dur quand même de parler à quelqu'un qui te répond pas, même pas avec les yeux, même pas avec les mains. C'est comme si tu parles tout seul. Ça tombe bien, je suis une pipelette, donc ça me dérange pas de parler tout seul. Mais ouais, c'est dur. C'est dur aussi quand personne d'autre y croit. Mais en même temps, la seule compétence qu'on doit avoir, c'est ça. C'est se dire, au pire quoi? Au pire, je prends plaisir moi. Aline Ledoux a commencé la CA envers et contre tout ce que lui disaient certains professionnels. Elle m'a raconté que le virage, pour elle, ça a été le confinement. En passant encore plus de temps avec sa fille, Aline a réellement pris conscience qu'en fait, Charlotte communiquait déjà. C'est la réception par Aline de la communication qui faisait défaut. On a vite fait de ne pas comprendre que quelqu'un communique si cette personne utilise un langage alternatif auquel on ne prête pas forcément attention. Il n'y a pas de trouble du comportement, Charlotte, parce qu'elle a toujours utilisé des choses pour communiquer. Sauf qu'avant, nous, on pensait que c'était du hasard. Donc, on n'y prêtait pas attention. C'est a posteriori qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle utilisait et qu'elle avait trouvé des choses pour communiquer. Elle pouvait utiliser des albums de jeunesse. Par exemple, je me souviens de quelques faits marquants. Une fois, j'étais au téléphone avec ma copine. Donc, elle vient m'embêter, me tirer sur le bras. Et je lui dis, mais je suis avec Lila au téléphone. Elle s'en va. Elle va chercher le livre Mon ami et elle me le ramène. C'est quand même, ouais, Lila, c'est mon amie. Ou une autre fois, j'étais au téléphone avec ma mère. Donc Charlotte adore sa grand-mère, hein, c'est vraiment fusionnel. Et elle va me chercher le livre Je t'aime mamie. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui me reviennent, mais a posteriori. Sur le coup, on n'y prête pas attention. L'attention à l'autre, c'est au cœur de la CA. Et c'est bien aussi toute la difficulté. Car en dehors du partenaire de CA, qui va généralement être attentif, il faut que le reste de l'environnement de la personne le soit. La famille, bien sûr, mais aussi les professionnels. Être attentif, disponible et formé. Ce sont 3 piliers pour la pratique de la CA. Si un de ces piliers fait défaut, il y a rupture. Denise Laporte m'a raconté toutes les embûches auxquelles Jean, son fils de 41 ans, et elle ont dû faire face dans leur parcours de CA. C'est difficile à mettre en œuvre parce que les environnements sont très différents. Si vous parlez d'un établissement médico-social, par exemple, je pense à l'établissement de Jean, où les professionnels le connaissent très bien et disent on va pas lui donner un picto, c'est ridicule, on se comprend avec Jean. Ils ont l'impression de le faire agresser en faisant de la communication alternative avec lui. Parce que tout roule dans le quotidien, ils comprennent, ça va, ça. Et puis parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est trop compliqué. Mais ça marche jusqu'à ce que ça marche plus et que Jean fasse un trouble du comportement. Et là, ils sont complètement démunis. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir établi un lien avec Jean, mais c'est un lien global, très ritualisé dans l'institution. Voilà comment un environnement par ailleurs très bienveillant crée une rupture dans un parcours de CA. Parce que les professionnels manquent souvent de temps et de moyens pour se former et mettre en place la CA. Peu ou mal formées, certaines personnes croient qu'elles comprennent l'autre parce qu'elles se contentent de quelques informations. Mais c'est pas ça, communiquer. Ce qui me trouble et qui trouble beaucoup de parents, je pense, c'est la perte des acquis. Quand il y a un changement d'établissement, ou quand il y a un vieillissement des parents, ou que le passage dans les structures adultes, où il n'y a pas du tout de CA, où on sait que son enfant était capable de faire des choses merveilleuses, et où finalement tout le monde se résigne à se dire non, on ne peut pas mettre en place la CA, c'est pas grave, on se débrouille autrement. Et ça, c'est très douloureux parce que on abandonne en fait. C'est de se dire c'est trop difficile, maintenant je fais avec. Ça peut arriver dans la maladie, ça peut arriver dans la vieillesse, ça peut arriver dans tas de moments et on peut faire ça aussi, hein. Mais je trouve que pour la personne, c'est une grande perte d'identité en fait, parce qu'il a été capable de faire
C'est vrai que vieillir, c'est un renoncement, mais il a que 41 ans. Je veux dire, il pourrait faire encore des trucs super, faire encore énormément de progrès, montrer ce qu'il est capable de faire. Et lui, il est obligé de se résigner à un environnement qui ne lui donne pas accès à des moyens de communication qui lui permettraient de se déterminer comme un individu à part entière, dans la mesure de ses moyens, dans l'environnement qui lui est offert, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais cette perte de chance, je trouve que ça, c'est pour les parents et pour la société entière. Ça enferme. L'avantage de la CA, c'est que ça ouvre les cœurs, ça ouvre les esprits, ça rend intelligent. Ça rend en premier l'accompagnant intelligent dans sa relation à l'autre. Denise Laporte dit qu'abandonner la CA, c'est une forme de maltraitance. Ce n'est pas Marielle Lachenal, la maman de Géraldine, qui va la contredire. Marielle a aussi fait l'expérience de cette maltraitance. Elle parle même d'un effondrement majeur quand on prive des personnes de leurs moyens de communication. La limite, c'est le découragement de l'entourage. Et puis, donc là, le découragement de la famille, le problème de ce qui se passe dans le médico-social avec un turnover catastrophique, c'est quand vous formez une équipe, et vous revenez un an après, il n'y a plus personne qui a été formé, donc plus personne sait. C'est Gail Porter, elle a une image qui est assez terrible. Donc, il y a une petite fille qui parlote, et puis un enfant qui a une tablette. Et l'image d'après, c'est la tablette de l'enfant, elle est au sommet d'une étagère, et la petite fille, on lui a mis un bâillon. Quelqu'un qui a un moyen de parler, qu'on met sans son moyen de parler, qu'on passe dans un établissement d'adultes où personne n'est compétent, c'est comme si un enfant ou un adulte qui n'a pas de handicap, on le mettait quelque part avec un bâillon. Et ça, c'est d'une violence terrible. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que le monde adulte, le monde enfant, ça bouge, mais c'est pas encore arrivé chez les adultes. Et ça, c'est terrible. Arrêter la CA, c'est comme empêcher brutalement la parole. Et c'est trop souvent ce qu'il se passe lors d'un changement d'établissement, du passage en structure d'accueil pour adultes handicapés, ou plus généralement d'un changement d'environnement. Parfois, la rupture vient de l'extérieur, mais elle peut aussi tout simplement venir d'un manque d'évolution de l'outil ou de la méthode de CA. Rappelons que notre communication évolue. Il faut donc accompagner cette évolution et permettre à la personne d'avoir une communication adaptée. Pour illustrer cela, je laisse Aline Ledoux vous raconter comment elle a fait évoluer l'outil de CA de sa fille Charlotte, préadolescente. Charlotte, elle a 12 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Charlotte, elle n'avait pas moyen de dire des gros mots. Parce que dans la tablette, il n'y a pas de gros mots. Enfin, en tout cas, il n'y en avait pas. Sauf qu'un enfant de 12 ans, il fait quoi? Il les connaît, les gros mots. Et Charlotte, elle va à l'école, elle en entend des gros mots. Elle va au centre de loisirs, elle en entend des gros mots. Et on pourrait dire, si on lui met pas le bouton, Charlotte, elle ne dit pas de gros mots. Sauf que si on veut qu'elle soit bien élevée et bien polie, il faut qu'elle les connaisse, ces gros mots, mais qu'elle sache aussi qu'elle n'a pas le droit de les dire. Donc du coup, on a créé une page gros mots, et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir mettre à disposition, en fait. Son gros mot préféré, ça reste trop du cul, ça va, c'est logique, mais il n'y a pas que celui-là. Et là où c'est génial, c'est qu'en plus, Charlotte, elle sait très bien qu'il ne faut pas les utiliser, mais elle peut les utiliser. Par exemple, elle peut les utiliser quand quelqu'un l'embête à l'école. Peut dire dégage. Ça, c'est quand même vachement bien. Parce que si tu dis à un copain qui t'embête dans l'école, s'il te plaît, va-t'en, c'est quand même pas la même chose que quand t'as une voix qui dit dégage. Vous en connaissez, vous, des parents aussi contents d'apprendre des gros mots à leur enfant? Attendez, j'ai même mieux. Écoutez Sophie Sorel me raconter sa joie de se faire enguirlander par son fils Maël. Il m'a dit, avec son outil de communication, détester, méchante et nulle. Voilà. Et donc, prends-toi ça dans les dents. Mais en même temps, c'est trop génial qu'il puisse me dire ça, parce qu'effectivement, je comprends, je l'avais disputé, donc il n'est pas content. Donc, comme n'importe quel ado de son âge, il dit « je te déteste, t'es trop nulle et t'es vraiment méchante, quoi ». Et c'est génial. Tout ça pour bien se rappeler que la CA n'est pas déconnectée de la vie. Alors bien sûr, j'ai utilisé des exemples un peu rigolos. Mais vous pouvez faire évoluer les outils de communication avec autre chose que des gros mots et ajouter tout le reste du vocabulaire qui existe dans la vie, car la CA, elle est dans la vie et elle permet de raconter la vie. Et hop, j'enchaîne sur les cahiers de vie.
Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ce sont des cahiers très présents en CAA. Alors, qu'est-ce qu'un cahier de vie, me direz-vous? Et là, je laisse Marielle Lachenal vous répondre. Le cahier de vie, c'est ce qui se fait en maternelle, hein. C'est-à-dire on donne à l'enfant un moyen de se souvenir et un moyen de raconter, et un outil de partage. On ne peut pas savoir qui on est si on ne peut pas s'appuyer sur son histoire. Ma carte d'identité, ça ne dit pas qui je suis. Vous saurez quand je suis née à la tronche, voilà. Mais ce n'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est ce que je peux vous raconter de ma vie. Si j'ai un handicap intellectuel, si j'ai des difficultés d'accès à ma mémoire, si je ne peux rien vous raconter de ma vie, vous ne saurez pas qui je suis. C'est fondamental. Géraldine, là, parce que donc elle a ses cahiers de vie, donc là, on entame le 62e. Il y a des bonnes périodes où il y a des choses qui reviennent de l'établissement et que le même cahier de vie fait le lien. Il y a des périodes où c'est surtout nous. Et oui, l'idée du cahier de vie, c'est qu'il suive la personne dans ses différents lieux de vie, que le cahier puisse contenir tout ce qu'il y a à raconter. C'est bien sûr d'abord les proches qui vont le compléter, mais aussi les professionnels. En gros, toutes les personnes qui interagissent avec la personne qui a un handicap. Le cahier de vie, c'est souvent un classeur papier dans lequel on documente la vie de la personne. Il y a des photos, du texte, des images, tout ce qu'on veut en fait. Et c'est en général une des premières choses mises en place avec une personne qui a un handicap de communication. Désormais, certaines applications permettent de faire un cahier de vie au format électronique. Maël, par exemple, le fils de Sophie Sorel, a un cahier de vie sur sa tablette. Il a aussi un cahier de vie intégré à son outil de communication. Et là, ce sont des phrases préformulées, bien sûr toujours avec des photos ou des pictos. Et le gros avantage de cet outil numérique, c'est que du coup, il peut raconter sa vie comme nous, on raconte notre vie, et facilement, quoi. Il adore, hein. Donc là, par exemple... Samedi 29 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de mon papier et ma mamie. Donc, il peut raconter tout ça. Il peut raconter... Ce matin, je veux jouer à la pâte à modeler. Il veut jouer à la pâte à modeler. Alors papa, maman et moi, on joue à cache-cache dans la maison. On s'amuse bien, mais j'ai du mal à rester caché, moi. Là, ça permet une vraie... Enfin, Maël, il peut raconter ce qu'il a envie de raconter et il n'a pas l'effort de la construction des phrases, ni à chercher où se situe le vocabulaire. Donc, il est que dans le plaisir de communiquer. Et il adore utiliser son cahier de vie. J'ai eu la chance de voir plein de cahiers de vie. Ou peut-être, devrais-je dire, de voir des cahiers pleins de vie. C'est impressionnant la créativité et la diversité de ces cahiers. Dans certains, il y a des mèches de cheveux, dans d'autres, des objets. Tout y est bienvenu. Tout ce qui va aider une personne à se rappeler ses moments de vie. Et à 34 ans, elle en a des choses à raconter, Géraldine, la fille de Marielle. On a besoin de traces pour sa vie. Si un jour elle a envie de raconter, elle pourra. Si on ne donne pas de cahier de vie, on ne leur donne pas la possibilité de raconter. Qu'ils aient après pas envie de raconter, ils sont libres. Mais si on ne leur donne pas, là, on est sûr qu'on les enferme dans leur silence. Hein. Et pour des personnes qui ont des difficultés d'accès à leur mémoire, ils en ont besoin pour se souvenir. Ils en ont besoin. Et si on comprend le sens, parce que c'est galère de faire un cahier de vie. Tous les dimanches soirs, il faut se dire qu'est-ce que je vais mettre. Mais si on comprend le sens, on va supporter ce galère-là. Il faut comprendre le sens. En plus des cahiers de vie, Marielle Lachenal crée aussi des livres de vie ou classeurs de vie. C'est comme ça qu'elle les appelle. À la différence du cahier de vie, le classeur n'est pas destiné à Géraldine, mais plutôt à son entourage, à celles et ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Géraldine, sur qui elle est profondément. C'est des livres de vie, ça c'est celui-là, c'est sur ma vie imaginaire. Donc vous voyez, parce que donc les tuyaux, les débroussailleuses, les extincteurs. Donc, les livres de vie que j'ai faits, ça c'est l'armure de Montretier à Annecy, c'est dans l'idée, quand je serai morte, les gens ils vont pas prendre 65 cahiers de vie pour faire sa connaissance. Bon, je sais pas, j'espère que je serai encore vivante après le 65e. Mais il y a des choses qui sont très importantes de savoir pour Géraldine. Bah, par exemple, mais je crois que ça marche plus, j'avais mis des sirènes de voiture de police. Si vous voulez connaître Géraldine,
c'est un résumé de la vie de Géraldine, vous voyez. Donc j'ai fait un classeur sur ma vie imaginaire. Il y a un classeur, le blanc, je crois que c'est la vie de famille. Voilà, ça c'est la vie de famille. Alors du coup, avec ses neveux, ses nièces. Et puis, je pense, bon ça c'est la famille. J'en ai fait un autre, le rouge. Je crois que c'est ma vraie vie. Qu'est-ce que j'ai mis? Les endroits où j'aime aller. Donc les différentes maisons. Et puis l'autre, le vert, c'est ma biographie, je pense. Par exemple, dans ma vie imaginaire, Géraldine, elle est fascinée par les escaliers roulants en panne. Elle est fascinée, je pense, terrorisée. Mais quand je serai morte, qui pourra leur dire que, attention, s'il y a un escalier roulant en panne dans une grande surface, elle va être tétanisée. Il faut leur dire ça. Donc, je l'ai mis dans mon classeur de vie. Donc, c'est différent d'un cahier de vie, il y a les classeurs de vie. Et il commence à avoir, il y a des parents qui se mettent à faire un peu ces classeurs de vie. Ou par exemple, elle adore les sèche-mains à Ikea. Donc, on peut lui faire plaisir juste l'emmener se laver les mains à Ikea. Mais ces petites choses-là, qui sont son identité, ça peut pas être que dans les cahiers de vie, il y a trop de cahiers de vie. Mais c'est un concentré, voilà, si vous voulez la rencontrer, mais en fait, le défi, c'est ce qu'ils veulent la rencontrer ou pas, quoi. En monde adulte, c'est quand même ça le défi. C'est la difficulté du monde adulte. Dans le milieu ordinaire, on continue d'apprendre, d'être stimulé, de découvrir tout au long de sa vie. Il n'y a aucune raison qu'une personne avec un handicap de communication soit, elle, privée de ses opportunités. La vie, c'est pas être lavé, nourri, blanchi. Si vous avez envie de débuter avec les cahiers de vie, n'hésitez pas à jeter un œil sur gnCHR.fr, le site du GNCHR, le groupement national de coopération handicap rare. Le GNCHR a aussi un site dédié aux aidants, entreaidants.handicaprare.fr, sur lequel vous pourrez retrouver le kit pédagogique pour utiliser l'outil de CAA, mon carnet parcours de vie, ma mémoire partagée. C'est une aide à la création d'un cahier de vie disponible gratuitement sur des applications. Pour presque finir ce premier podcast à la découverte de la CA, retrouvons Amélie Rocher-Capellan, chercheuse au Gypsalab de Grenoble, dont les travaux de recherche portent sur le langage et particulièrement sur la CA. Elle coordonne notamment Participe à Action, un projet au sein duquel elle et sa collègue Marion Doen utilisent la vidéo pour mieux comprendre la communication des personnes qui ont des troubles complexes de la communication. Je pense qu'une des clés pour les parents, c'est vraiment aussi de se filmer. D'ailleurs, il y a des méthodes, les méthodes d'évaluation se basent de plus en plus sur filmer, en fait. Donc, on va filmer l'enfant dans une interaction plus ou moins écologique, c'est-à-dire plus ou moins influencée par l'observateur. Par exemple, on prend une lampe et s'il veut qu'on rallume la lampe, et ben, du coup, ça génère un comportement chez lui qui montre qu'on veut qu'on rallume la lampe. Et du coup, on peut filmer tout ça et ensuite on peut regarder. Et je sais que tous les parents qui se filment apprennent énormément de choses en se filmant. Et avec Marion, on avait aussi filmé des séances d'orthophonie avec des séances de groupe avec des petites filles dans un CAMS. Et on avait fait un montage pour les parents. Et nous, on n'avait pas été autorisés à venir voir quand les parents voyaient le film. En fait, les parents avaient été vraiment étonnés de voir leur enfant comme ça, quoi. Quand on filme, c'est là qu'on va voir la communication non verbale, vraiment. Parce qu'en fait, la communication non verbale, donc tout ce qui est ses expressions, ses mimiques, etc., quand tu me parles ou quand je te parle, tu les vois, tu les interprètes, mais pas consciemment souvent. C'est des choses que tu vas vivre par un autre canal, tu vois. Tu vas pas forcément les interpréter, donc tu vas pas forcément les noter et t'en rappeler. Alors que quand tu filmes, ben du coup, là, tu les vois. Tu vois que la petite, dans un film, c'est une petite qui parlait pas du tout. Par contre, elle avait une communication avec le regard qui était dingue. Et dans la vidéo, tu la vois. Donc, il y a les orthophonistes qui font leur truc, et elles ne voient pas ça parce qu'elles sont dans leur truc. Et la petite, en fait, il y a une autre qui est en face, comme toi, tu es en face de moi là, et qui a un bobo sur le genou. Et en fait, elle regarde le bobo sur le genou et elle essaye d'attirer l'attention. Mais tout ça, elle le fait de manière non verbale. Mais ça, les orthophonistes ne le voient pas parce qu'elles sont dans leur truc. C'est seulement après, en voyant les vidéos, qu'ils peuvent le voir et dire... Je me rappelle aussi d'une petite qu'on voit arriver sur la vidéo et qui file
file direct vers la caméra et qui danse devant la caméra. Et 2 ans après, on voit l'orthophoniste, elle dit « Ah, si vous voyez comme elle a évolué, elle a trop bien évolué. » Elle dit « Il y a 2 ans, elle n'aurait même pas vu que les caméras étaient là. » Alors que nous, la caméra, elle rentre dans la salle et voilà. Le truc dingue, en fait, c'est que moi, je regarde des films de ma fille maintenant quand elle avait 1 an et je me dis « Mais purée, mais elle faisait ça, quoi. » C'est-à-dire qu'avec le recul que j'ai pris maintenant aussi, parce que aussi j'ai regardé plein de vidéos, tout ça, tu développes des capacités pour identifier ces comportements. Dans ce podcast, vous avez déjà entendu quelques conseils pour vous simplifier la vie avec la CA. Eh bien, un autre bon conseil, c'est de se filmer. Amélie l'a souvent répété, observer la personne, c'est super important. Et filmer, c'est se donner la possibilité de se rendre compte de tous les détails qui n'en sont pas. Ça permet aussi de réaliser qu'on laisse souvent trop peu de temps à l'expression de la personne. Souvent, on pense que la personne ne réagit pas ou n'a pas d'intérêt pour l'interaction, alors qu'elle a simplement besoin de temps. C'est une chose très importante sur laquelle j'ai pas beaucoup insisté, mais il n'est pas trop tard pour en dire un mot. Wait and see. Parce qu'évidemment, on a parlé du temps, sur le temps que ça prend pour mettre en place la CA, etc. Mais il y a aussi le temps qu'on attend quand on demande quelque chose à la personne. Et des fois, ce temps, il est très, très long. Et moi, j'ai pu remarquer avec ma fille, des fois, ça peut prendre, je sais pas, plusieurs minutes avant qu'elle revienne pour faire le truc que je lui avais demandé ou qu'elle revienne pour se poser, pour lire une histoire, etc. Et du coup, on dit souvent, il faut attendre et voir, quoi. Donc, quand on donne une consigne à l'enfant ou qu'on fait quelque chose avec, il faut attendre. Des fois, il faut attendre plusieurs minutes, des fois, avant que l'enfant il fasse. Wait and see, attendre et voir. La CA, c'est une relation à l'autre qui s'inscrit dans un temps long. Il y a de l'inertie dans la communication alternative, du fait de la personne ou du fait de l'outil. En cela, la CA impose un rythme différent, plus lent. Pour que tout le monde adopte le rythme de la CA, il va falloir s'y prendre tôt, dès le plus jeune âge, et entraîner tout le monde à suivre le rythme. Moi, je pense que la solution, ça va être dans l'inclusion, mais pour ça, il faut que les gens soient formés correctement, parce qu'en fait, les enfants, ils apprennent, ils développent leur langage à l'école. Et le fait d'amener, on sait très bien que le fait d'amener des outils alternatifs à l'école, comme typiquement si on fait de la langue des signes, en plus de la langue articulée, tout ça, en fait, c'est super bénéfique pour le développement langagier en particulier. Il y a des enfants qui compensent pour le coup beaucoup. Moi, je pense à une petite ou des d'amis qui se sont rendus compte quand elle avait 3 ou 4 ans qu'en fait, elle était sourde, elle entendait quasiment rien. Et en fait, c'est une petite qui était toujours... Je disais, elle est super sociale, elle nous regarde toujours et tout. En fait, elle lisait sur les lèvres. Je pense à une autre petite, ma belle-sœur est instite, qui est dans l'école de ma belle-sœur. Et souvent, ma belle-sœur, elle a des enfants d'origine immigrée, tout ça, qui parlent pas. Et ils n'arrivent jamais à savoir si c'est parce que c'est pas leur langue, la langue qu'ils parlent à la maison. Voilà. Et le fait d'introduire ces outils alternatifs, ça va être super pour ces enfants, quoi, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on mesure pas bien. Déjà, à l'école, en fait, il y en a plein de la CA. Il y a des plannings visuels pour les petits en maternelle. Il y a des images, on utilise des images, on la pratique, la multimodalité. C'est juste qu'il faut la développer un peu plus, quoi. Et lui accorder un peu plus d'importance. Donc, je pense que l'inclusion, c'est vraiment comme ça aussi qu'on va s'en sortir, quoi. Mettre en place la CA, c'est un enjeu de société majeur, une question éthique. C'est même une urgence vitale, parce que oui, la CA rallonge la vie des personnes. D'abord, en leur permettant un meilleur accès aux soins, puisque pour être bien soigné, il faut pouvoir dire ce qui ne va pas. Mais aussi parce que pouvoir communiquer permet une meilleure participation sociale. Et on vit mieux et plus longtemps quand on peut vivre pleinement en société. Il faut y croire. Believe to achieve, comme dirait Amélie Rocher-Capellan, citant ainsi Reuven Feuerstein, un pédagogue israélien qu'elle nous invite à découvrir. Y croire car cela en vaut la peine. Les personnes avec handicap de communication ont aussi beaucoup à dire. À nous de vouloir les écouter. Et je laisse le mot de la fin à Marielle Lachenal, que je ne vous présente plus. À propos des gens qui avaient pitié de moi, ma mère a eu beaucoup de mal à accepter Géraldine. Et en fait, ma mère a accepté Géraldine le jour où Géraldine a signé grand-mère en tapant sur son menton. Donc, elle s'est sentie reconnue par sa petite fille. C'est-à-dire, elle a réalisé que sa petite fille était une personne qui pouvait être en lien avec elle, mais c'est pas elle qui est allée vers la petite fille, c'est la petite fille qui est allée vers la grand-mère et qui a
qui a ramené la grand-mère à elle. Vous voyez, on a besoin de rencontrer l'autre, c'est quand même ça le socle de la CA. On voit bien que la communication, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on croit que c'est nous vers eux, mais c'est autant de eux vers nous. C'est une validation de l'existence. Et c'est pour ça que c'est un défi quand on est avec des enfants ou des adultes avec des déficiences majeures. Il faut qu'on aille se rencontrer, quoi. Merci encore à toutes les personnes qui ont participé à ce podcast. Amélie Rocher-Capellan, Marion Doen, Denise Laporte, Samuel Pouplin, Lynn Diou, Stéphane Julien, Elisabeth Catex, Sophie Sorel, Marie-Christine Rousseau, Aline Ledoux et Marielle Lachenal. Bravo à tous les utilisateurs et utilisatrices de CA, Jolène, Maëlle, Jean-Charlotte, Géraldine et Eva notamment. Merci aussi à Lara Herman d'avoir nourri mes réflexions. Pour continuer votre découverte de la CA, je vous recommande la chaîne YouTube Maëlle Rayon de Soleil avec des vidéos réalisées par Sophie Sorel que vous avez entendues dans ce podcast. Je peux aussi vous citer par exemple la chaîne américaine We Speak Pod, une famille assez exemplaire sur la modélisation. Ce sont 2 exemples parmi d'autres. Il y a plein d'autres ressources en ligne disponibles notamment grâce au formidable travail de mamans très inspirantes qui partagent leur expérience. Retrouvez les épisodes des Voix de la CAA sur toutes les plateformes d'écoute.